passer à la deuxième partie de cette matinée de travail intitulée La révolution des robots et qui va être modérée par Monsieur Souleki. Et vous êtes responsable en chef du contenu, donc nous avons un immense plaisir à vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à être avec vous aujourd'hui devant un auditoire international. Je viens de Cleveland, donc je suis un Américain pur jus. Et quelques commentaires introductifs avant de passer aux présentations de cette partie 2 de la matinée. Qu'est-ce que MyStop Media? Eh bien, nous sommes spécialistes de publication, de magazines, journaux en agriculture et pour l'agriculture. Et bien sûr, les titres de nos magazines, journaux et bulletins en attestent. Et par ailleurs, nous essayons de faire avancer la robotique et l'agriculture en général, ceci nous paraissant bien sûr essentiel. Voici sur cette diapositive quelques-unes de nos initiatives. Nous avons un site très intéressant. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de vous y référer pour voir quels sont les nouveaux développements en termes de développement et d'innovation dans le domaine de l'agriculture. Nous organisons des événements réguliers. Nous en avons un le mois prochain qui se tiendra à Washington, donc à Seattle, à la mi-janvier. Si vous êtes intéressé par ce type d'événement, n'hésitez pas à vous inscrire. Et nous irons également sur le campus de Microsoft. Nous y passerons une journée. Et nous avons donc, c'est un avantage pour vous. Si vous inscrivez très rapidement, vous aurez 15% de réduction sur les frais d'inscription. Et nous aurons bien sûr tout au long de l'événement une visioconférence dont le code est indiqué sur notre site aussi. Alors, quelques concepts sur l'agriculture de précision. Quel est l'état de l'art? Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Eh bien, pas mal d'études ont été faites, non seulement en Amérique du Nord, mais dans le reste du monde, et 57% donc disent que l'agriculture de précision gagne de plus en plus de terrain. Et c'est la situation aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé il y a 20-25 ans. Il y a eu plusieurs décennies ont été nécessaires au développement de cette agriculture de précision. Bien sûr que cette agriculture de précision possède un potentiel particulièrement enthousiasmant pour transformer l'agriculture. Ceci est vrai chez nous, en Amérique du Nord. Nous avons de plus en plus donc d'outils de précision et nous avons essayé de voir quels étaient ceux qui étaient les plus utilisés à l'heure actuelle. On en a déjà entendu parler tout à l'heure et on voit que les robots et les applications mobiles rentrent de plus en plus, arrivent de plus en plus à la ferme. Et on voit aussi que ces outils de plus en plus sophistiqués aident même pour les cultures maraîchères. On les voit de plus en plus de nos jours. Par ailleurs, nous savons qu'on a de moins en moins de travailleurs immigrés sur les fermes et nous avons de plus en plus de robots, de fait, qui remplacent cette main-d'œuvre humaine en automatisant pas mal de tâches. Et donc, c'est une tendance
tendance qui se fait jour et qui ne cesse de s'accentuer, notamment en Californie. Dont nous connaissons, vous connaissez depuis pas mal de temps en Europe ce manque de main-d'œuvre dans les fermes, et cette même tendance ne cesse de s'accentuer chez nous, aux États-Unis, notamment en Californie. C'était ce que je voulais dire en guise de commentaire introductif. Alors, les robots vont-ils remplacer les êtres humains? C'est un point de vue quelque peu utopique, mais que va-t-il se passer donc et quelles seront les différentes tailles de ces robots, leur forme et leur contexte d'utilisation dans les vignes, dans les serres, etc. Bien sûr que nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'entendre parler de nouveaux développements. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Donc, cela fait plusieurs décennies que je travaille dans ce domaine, et pour parler de ces sujets, à savoir de la révolution robotique, nous allons écouter trois orateurs, M. Noguchi du Japon, M. Sucarier qui nous vient de l'Université de Sydney en Australie, qui n'est pas là physiquement, mais qui va s'adresser à nous via une vidéo. Et ensuite, nous avons M. Golk de Bosch en Allemagne. Donc, je vais donner la parole tout de suite à M. Noguchi, qui va faire sa présentation. Il travaille à l'Université d'Hokkaido au Japon et il est directeur d'un laboratoire qui travaille sur les robots depuis plusieurs années. Il a reçu un nombre incalculable de distinctions universitaires. Il est reconnu dans son pays et dans le monde entier pour sa vision en la matière. Donc, j'ai plaisir à vous accueillir. Merci beaucoup, James. Je m'appelle donc Noboru Noguchi et je vais vous parler des robots agricoles, des robots autonomes qui ont été mis au point au Japon. Je travaille à l'université au Japon et je suis aussi responsable en ma qualité de directeur de programme à l'AFF, qui est un programme fondé et mis au point, mis en place par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que nous avons fait en matière de robots et aussi vous présenter les résultats récents que nous avons obtenus avec la robotique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos robots. Ce sont des robots d'assez grande taille, mais aussi des robots de type drone, qui ont été mis au point avec un certain nombre d'universités au Japon, notamment l'université Hokkaido. Vous pouvez voir ici sur cette photo un certain nombre d'étudiants et de collègues, ainsi qu'un certain nombre de robots, tracteurs et véhicules. Le ministère de l'Agriculture, de la Forêt et des Pêcheries a publié en avril 2016 l'AFF, que nous appelons AF, évidemment, qui donne un certain nombre de lignes directrices quant au futur de notre agriculture, de l'utilisation d'éthique et de la robotique en agriculture. La robotique dans notre laboratoire se concentre essentiellement sur les véhicules. Donc aussi bien des véhicules terre, des véhicules de surface, des véhicules aériens et des véhicules satellites. Ce que nous appelons les V-bots de manière générale, donc les robots de type véhicule. Nous avons plus de 50 modèles de ces différents véhicules. Et les véhicules de surface sont essentiellement des bateaux ou des véhicules allant à la surface de l'eau. Vous les voyez ici. Vous avez ici ce type de véhicule, c'est donc un petit bateau qui est utilisé
pour administrer, pour mettre des herbicides dans certaines surfaces d'eau afin d'éviter la pousse, par exemple, de certaines lentilles non souhaitées. Nous avons différents types donc, de véhicules qui vont du véhicule de grande taille à plus petits véhicules avec différents types de capteurs embarqués. Le Japon a lancé cette année ce qu'on appelle l'agri-robot, un projet dans son ensemble, afin justement de lutter contre un certain nombre de tendances, notamment le fait qu'un certain nombre de... nous n'avons pas suffisamment de fermiers, nous en avons que 1,75 million, pardon, et nous nous attendons à une diminution de 15% de ce nombre dans les 5 prochaines années. Nous avons aussi un vieillissement général de la population et un vieillissement de la population des agriculteurs. Nous avons des agriculteurs qui travaillent encore jusqu'à plus de 65 ans et les 65 ans et plus représentent 65% des agriculteurs actuellement au Japon. Raison pour laquelle le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a justement pris des mesures avec la volonté d'un dialogue public-privé qui s'est tenu donc en avril 2016 dans l'objectif de répondre à ces différents défis du vieillissement et du déclin du nombre d'agriculteurs. Vous savez que le Japon est un grand fabricant de véhicules, de robots de manière générale. Et les technologies actuelles doivent bien entendu encore être sous observation humaine. C'est-à-dire qu'il ne faut avoir un fermier, un agriculteur qui soit en présence du robot, ce qui n'est pas suffisamment efficient par rapport à la problématique de notre pays. Donc d'ici à 2020, nous voudrions avoir des systèmes de robots qui puissent être observés à distance et non pas directement dans le champ. Nous avons, par le biais du ministère de l'Agriculture, de la Forêt et des Pêcheries, des lignes directrices, comme je vous le disais, sur la sécurité des machines agricoles. Nous sommes donc une nation très à la pointe en matière de technologie agricole et le ministère nous a fourni un certain nombre de lignes directrices sur la sécurité de ces robots. Il s'agit bien entendu de véhicules autonomes qui embarquent de la technologie robotique. Et ces lignes directrices forment aussi un concept de base sur la sécurité permettant la mise en œuvre d'une évaluation du risque et le rôle de la personne chargée de ce contrôle. Ces lignes directrices sont entrées en vigueur en mars 2017, l'année dernière. Grâce à ces lignes directives, la machinerie agricole et les grands fabricants de machines agricoles ont pu commencer à travailler sur des robots totalement autonomes, sans surveillance humaine. Les utilisateurs, les agriculteurs, vont pouvoir utiliser sans préoccupation, sans souci, ces robots tout en les pilotant à distance. Et nous avons développé de nouveaux programmes depuis la mise en œuvre de ces directrices, de telle sorte que l'environnement est très favorable à l'introduction des robots au Japon. Cela a commencé à partir donc de 2017. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'application de ces robots et la cohabitation avec les agriculteurs. Vous avez ici ce genre de robot qui est capable de suivre une route ou une allée, mais aussi de tourner. Et vous voyez ici que ce tracteur est capable de faire le labour ou de faire d'autres tâches. Il est souvent très difficile justement de tourner et de marcher en ligne droite, mais aussi dans des chemins qui ne sont pas forcément complètement rectilignes. Eh bien, ces robots le peuvent. Et même sans conducteur, comme vous le voyez ici, ces robots sont tout à fait capables
de travailler très précisément. Ces robots travaillent parfaitement sans qu'ils aient de pilote à bord. Vous avez de l'autre côté ici les tracteurs qui sont justement avec des conducteurs versus un tracteur autonome. Donc le tracteur rouge est sans conducteur, il est en train de tondre l'herbe. Et de l'autre côté, le tracteur vert avec un pilote passe juste après. Et vous voyez que le tracteur vert avec son pilote travaille en collaboration avec l'autre, dans le sens où justement le pilote, l'agriculteur dans le tracteur vert contrôle également le rouge. Donc c'est justement une manière, comme on peut le voir, de travailler de manière plus efficiente en pilotant 2 pilotes et non pas un. Vous avez ici les différents jalons de mise en œuvre de ces différents robots. Nous sommes passés de robots autonomes à robots sous observation humaine, avec à terme des robots que nous voulons pouvoir être pilotés à distance. Vous avez ici, vous aurez donc une salle de contrôle des robots où vous aurez un agriculteur qui pourra piloter ces différents tracteurs déployés à différents endroits de son exploitation. Il y aura donc une espèce de manager qui sera responsable du travail de différents robots qui feront différentes tâches en parallèle. Ceci repose bien sûr sur la technologie GPS, GNSS et aussi sur une cartographie de l'exploitation. Cela permettra le suivi en temps réel et la documentation automatisée. Donc voici l'idée autour de laquelle nous développons notre programme. Voici des démonstrations, ce que nous arrivons à faire à l'heure actuelle avec nos robots agricoles. Vous avez ici donc une exploitation risicole. Vous avez à la fois des robots qui sont capables de labourer, de travailler dans des sols inondés, de planter, de récolter. Nous sommes ici dans le sud-est du Japon, où l'on voit un grand développement de la mise en œuvre de ces robots. Et vous voyez que l'on obtient une très bonne précision de l'ordre de 5 cm. Vous avez ici, au contraire, de l'exploitation agricole en altitude, comme nous en avons aussi au Japon. Et même chose, nous avons aussi bien la fertilisation des sols, le désherbage, tout ceci sans faire subir le moindre dommage aux plantes en raison de la grande précision de ces robots. Et en plus, les robots sont capables de rentrer tout seuls à la ferme. Il n'y a plus besoin d'un pilote qui va les ramener au hangar. Vous pouvez voir ici qu'une fois qu'ils ont terminé le travail, ils rentrent directement. Alors évidemment, quelque chose de très important au Japon, nous n'avons pas le droit d'utiliser les robots sur les routes. Les robots évidemment rentrent au hangar directement via l'exploitation. La seule limite que nous avons, c'est qu'ils restent sur l'exploitation. Ils ne vont pas sur les routes, mais à condition qu'ils restent sur la parcelle, ils peuvent rentrer tout seuls au hangar. Nous avons donc pour ceci un certain nombre de capteurs et de scanners, notamment des scanners laser, qui permettent d'avoir une bonne sécurité d'exploitation. Nous utilisons des caméras multidirectionnelles qui sont montées sur le toit de la cabine. Nous avons des caméras multidirectionnelles qui travaillent à 360 degrés. Et nous avons aussi donc des scanners laser, aussi bien montés à l'avant qu'à l'arrière, et qui permettent, là encore, d'avoir une vision à 360 degrés autour de l'engin. On utilise donc ces 2 lasers pour couvrir la totalité de la zone autour de l'engin. Les lasers, en plus, peuvent bouger de haut en bas, de bas en haut, et ils peuvent ainsi détecter en 3D les obstacles autour du tracteur. Vous avez ici une démonstration de désherbage par le tracteur. Et vous pouvez voir que si quelqu'un vient se mettre devant, le robot le voit et s'arrête. Même sur les côtés, vous voyez, quand le fermier se met devant, il le voit, il s'arrête, il ne lui marche pas sur le pied, ce qui tombe bien.
on voit que les lasers n'arrêtent pas de bouger en tous sens, justement pour voir toutes sortes d'obstacles. Ils vont même pouvoir voir un enfant, un animal ou toutes sortes d'obstacles au ras du sol. Comme vous pouvez voir ici, on a encore la démonstration de cette grande sécurité d'exploitation du tracteur, puisque donc les lasers détectent les moindres obstacles. Nous développons aussi des systèmes de contrôle à distance. Vous avez ici donc ces écrans qui renvoie les différentes images captées par les caméras à gauche et à droite. Donc ici, d'un côté, on a les informations renvoyées par les caméras et de l'autre côté, on a la vue aérienne qui renvoie la position exacte du robot. Donc la personne dans la salle de contrôle a aussi bien la vision à 360 degrés de son engin, mais aussi le positionnement vue aérienne de l'engin sur la parcelle. Ainsi, on peut voir les conditions dans lesquelles fonctionne l'engin. Vous avez des informations sur le statut de l'engin et aussi, on peut, grâce aux informations satellites, savoir exactement où il se situe sur la parcelle. En cas de problème, vous pouvez immédiatement arrêter l'appareil à distance et évidemment le redémarrer une fois que les choses ont été clarifiées. Vous voyez ici sur cette image que le tracteur est en train de fonctionner. On le voit très bien sur l'exploitation. Autre application que nous développons actuellement, c'est le fonctionnement à plusieurs robots. Comme vous le savez, le Japon est un pays de nature insulaire et chacune des exploitations est relativement petite, une trentaine d'hectares tout au plus. C'est la taille moyenne. De telle sorte que les fermiers utilisent des tracteurs de petite taille. Nous avons aussi des exploitations sur l'île d'Okaya où on va avoir des exploitations un peu plus grandes, plutôt de 50 hectares. Et là, par contre, les fermiers vont utiliser des tracteurs un peu plus grands. Nous avons pensé, dans ce contexte, à un nouveau concept. On veut pouvoir fournir aussi bien des petits tracteurs que des grands tracteurs et permettre la cohabitation de ces différents types de tracteurs sur une même exploitation. Et nous allons avoir des tracteurs qui vont vouloir travailler de manière séparée sur les petites exploitations ou ensemble sur une grande exploitation. Vous avez donc les deux genres de schémas sur cette diapo, avec donc un tracteur d'une même taille ou un robot d'une même taille, utilisé en nombre plus ou moins grand en fonction de la taille de l'exploitation. Cela va permettre, grâce à ces petites tailles, d'avoir aussi bien de la sécurité et moins de compactage du sol. On aura donc plusieurs petits robots, plusieurs petits tracteurs qui travailleront conjointement. Et il y aura aussi la possibilité sur les petites parcelles que les tracteurs soient mis en commun et prêtés en fonction de l'usage entre les différents fermiers de cette coopérative. En tout cas, c'est l'idée sous-jacente. Vous avez ici, vous voyez, on a parlé ce matin du danger du compactage des sols. C'est un grand problème aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. En raison du compactage des sols, on sait que justement la terre devient beaucoup plus dure et bien sûr beaucoup moins favorable à la culture et à la pousse des racines. Ça a un effet délétère sur la qualité du sol. Et c'est vrai que quand on utilise des grands tracteurs, le compactage du sol est d'autant plus important. Vous voyez, en plus, on a le problème avec le changement climatique. Quand on a des gros tracteurs très lourds, on ne peut pas rentrer dans le champ quand il a beaucoup plu, puisqu'on est de plus en plus soumis à de fortes pluies. Et quand le sol est très lourd, on ne peut pas faire rentrer les gros tracteurs. Ce qui souvent est un problème parce que c'est peut-être le moment où il faut intervenir ou récolter. Et quand le sol est très lourd, on ne peut pas y entrer avec les gros engins. C'est un problème supplémentaire auquel nous essayons de répondre.
Nous avons aussi développé un concept de travail collaboratif avec des tracteurs robots qui cohabitent avec des tracteurs pilotés par humains. Là, vous avez ce tracteur devant, qui est le robot, et derrière, vous avez le fermier sur son tracteur, qui a une tablette, comme vous pouvez le voir, et son travail est, comme vous voyez, il a à peine la main sur le volant. Son travail est de vérifier la sécurité de fonctionnement des deux tracteurs. Le tracteur garde lui-même son orientation. Il n'a pas besoin d'être piloté à proprement parler par l'agriculteur. Donc, il fait de l'observation. Donc, ça permet justement que le pilote du tracteur soit aussi bien des personnes plus âgées, des femmes ou des personnes non formées, parce qu'il n'y a pas besoin d'une formation particulière pour faire cette observation qui n'est juste là que pour garantir la sécurité de fonctionnement de ces différents tracteurs conjointement. Donc, comme je vous le disais, un travail à multi-robots. Vous avez à gauche le concept de plusieurs petites parcelles et à droite, au contraire, des grandes parcelles avec plusieurs robots qui fonctionnent de manière conjointe. À Hokkaido, vous voyez ici 4 robots qui travaillent ensemble. Et ces différents tracteurs sont de la même taille, aussi bien à gauche qu'à droite. Et ces systèmes à plusieurs robots, la puissance totale et l'efficacité totale de ces machines, bien sûr, va être similaire à celui de 2 plus gros engins, simplement divisés en 4 plus petits. C'est donc une solution qui est adaptable aussi bien à des petites exploitations qu'à des grandes exploitations. Vous voyez ici la démonstration de ces 4 robots. Ces robots communiquent entre eux pour garantir une bonne sécurité d'exploitation. Vous avez ici notre Premier ministre, le Premier ministre Abe, qui a présenté notre technologie l'année dernière à l'occasion d'une conférence en octobre 2017. Il s'agissait de la 4e réunion annuelle du SETS. Le congrès du STS, c'est la Science and Technology in Society, donc qui s'est tenu à Hokkaido. Et l'année dernière, il a parlé nommément de notre technologie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il y a depuis 5 ans, je me suis présentée devant vous lors de ces réunions annuelles. Et lors de ces réunions, lors de chacune de ces réunions, je deviens de plus en plus optimiste quant à l'avenir de notre pays. Je suis un fervent partisan de ce que peut faire la science et la technologie pour résoudre certains des problèmes structurels auxquels nous sommes confrontés. Je crois aux avancées et aux bénéfices conjoints des sciences et de la technologie. C'est aussi simple que cela. Prenons par exemple l'agriculture. Dans mon pays, les agriculteurs sont de plus en plus âgés et leur nombre diminue. Néanmoins, regardons le côté positif des choses. Je vais vous donner un exemple, celui de la robotique et ce que la robotique peut faire. Au mois d'août, il y a eu une démonstration à Hokkaido dans une exploitation. 4 tracteurs qui étaient côte à côte et qui n'étaient pas des tracteurs ordinaires. Il s'agissait de tracteurs qui parlaient entre eux, qui communiquaient, car il s'agissait de tracteurs qui sont en communication constante entre eux sans le moindre pilote. Donc, ils communiquent et ils collaborent ensemble. Il s'agissait de tracteurs automatisés, autopilotés, autonomes, qui sont connectés donc entre eux. Leurs mouvements sont précis,
coordonnée. Et c'est la précision ici sur laquelle je veux insister. Ce sont des tracteurs qui peuvent travailler avec la précision à quelques centimètres près, ce qui leur permet de travailler parfaitement ensemble. Et c'était parfaitement frappant de voir ces 4 tracteurs utilisant la technologie GPS de notre pays. Regardez un instant la vidéo de cette démonstration pour que vous puissiez bien comprendre comment ceci fonctionne. So this is our robot dogs. 4 robots work together, communicate each other. How about that? Vous regardez ça, vous avez vu? C'est incroyable. Robot. Des robots, des tracteurs robots qui ont pu travailler dans le champ jour et nuit. Et ce sont bien sûr les nouveaux joujoux de leurs propriétaires. Et vous avez là qu'un seul petit exemple, une seule preuve de ce que peut faire la technologie au service de notre agriculture. Et il y a beaucoup d'autres choses très prometteuses. Il ne faut plus se soucier, je pense, de l'avenir de nos agriculteurs. Ils seront bien secondés par les tracteurs. Donc, il a parlé dans sa présentation de la technologie GPS. Cette technologie GPS qui s'appelle Michibiki au Japon, qui tire avantage d'un certain nombre de systèmes satellitaires qui sont déployés au-dessus de l'archipel. Et les agriculteurs donc vont pouvoir par ce biais voir où se situe leur tracteur. Il y a acquisition et recueil de données en temps réel, avec également l'acquisition d'un signal de correction au cas où il y aurait des problèmes au niveau de la puce satellitaire embarquée. Les engins peuvent donc être utilisés partout et, une fois de plus, dans toutes les conditions. On utilise également la norme Galileo et on intègre les différentes technologies, là encore, de permettre de déployer ces différents engins dans toutes les régions de l'Asie-Océanie, lorsque les longitudes sont proches de celles du Japon, de telle sorte que nos robots peuvent être utilisés aussi bien sur l'archipel que dans les pays voisins. Vous le voyez ici sur cette carte. Donc, on parle de la Chine, de l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les différents pays de la sous-région. Et vous voyez aussi l'altitude à laquelle peuvent être déployés ces différents robots. Vous avez ici la conférence lors de laquelle cette technologie Michibiki a été présentée. C'était en 2013. J'aurais besoin du son, s'il vous plaît. Les GPS sont utilisés par tous aujourd'hui, mais ils peuvent aussi être utilisés grâce à un nouveau système développé au Japon qui permet un grand niveau de fiabilité et de précision. Vous avez ici cette exploitation risicole à Hokkaido, au Japon. Le travail avance bien, mais on peut voir qu'il n'y a pas d'agriculteurs dans la cabine. C'est une puce GPS et une localisation GPS qui permet justement de piloter ce tracteur avec une extrême précision. Il s'agit du satellite Michibiki, qui est le premier satellite japonais dédié à ce positionnement. De nombreux pays dans le monde ont leur propre GPS, leur propre satellite. Mais justement, la multiplicité de ces satellites
provoque justement parfois des pertes de données, des délais dans la transmission du signal, parce qu'il y a justement un certain nombre d'interférences, pour ainsi dire, au niveau de la ionosphère. Le satellite Michibiki recueille un certain nombre de données de plusieurs autres satellites de manière justement à améliorer la précision, puisque le mot-clé, c'est la précision. On va avoir des données la plus grande précision possible au service du maniement de ces engins. Ici, nous sommes au cœur du réacteur, pour ainsi dire, au sein justement de l'agence où les données sont recueillies et renvoyées à des algorithmes qui vont aussi, à leur tour, être renvoyés vers le satellite pour en améliorer la précision et réduire les erreurs de positionnement. On a donc une fiabilité, une précision améliorée. Un exemple, par exemple, utiliser ce genre de données satellitaires au service de l'agriculture robotisée. Il s'agit d'un groupe mené par Noboru Noguchi de l'université d'Hokkaido, qui est la première équipe mondiale à avoir une agriculture 100% automatisée. Ces systèmes sont déjà utilisés au nord, en Amérique du Nord et en Europe. Grâce à ce système Michibiki, on a encore besoin d'avoir un fermier sur site pour aider le véhicule à tourner et à reprendre son cheminement. Ça, c'était la première génération. Mais la deuxième génération fonctionne de manière totalement autonome. Il y a 5 ans, donc, c'est l'émission que je viens de vous montrer, on travaillait avec le gouvernement et on utilisait les données Michibiki pendant le développement de nos engins. Et nous avons développé cette première génération de robots. Mais maintenant, nous avons toujours le même système qui est utilisé, mais de manière autonome. Vous avez vu donc la démonstration de ce robot, mais il est aussi utilisé dans d'autres pays, en Thaïlande et en Australie. Parce que, comme je vous le disais, le satellite Michibiki couvre les mêmes latitudes que la Thaïlande et l'Australie, de sorte qu'on peut y déployer nos robots. La Thaïlande est aussi un pays avec un manque de main-d'œuvre. En général, pour faire ce travail, il faut 2 travailleurs. Tandis que là, on a un seul opérateur qui se trouve sur cette plateforme attelée aux robots. Nous avons fait une démonstration en Thaïlande l'année dernière en utilisant les données satellitaires Michibiki. L'autre pays, c'est l'Australie. Vous le savez, est un très grand pays avec là encore un problème de main-d'œuvre. Ils sont par conséquent très intéressés par notre machinerie autonome. Vous le voyez ici, opérer dans le Queensland. It's not science fiction anymore. It can do it and it does it reliably. Alors on peut voir que c'est un robot dont nous sommes très contents car il est extrêmement fiable. Le tracteur peut faire absolument tout ce que pourrait faire un tracteur ordinaire. Il peut niveler, il peut fertiliser, il peut faire de l'aspersion à des fins de désherbage. Il a une technologie de caméra sur le tracteur qui lui permet de fonctionner avec une très grande précision. Le fait qu'il fonctionne sans pilote, c'est tout simplement parce qu'il y a un logiciel qui embarque la technologie GPS, de telle sorte qu'on le met dans le sillon ou dans l'allée où on veut travailler. Et ensuite, le tracteur va fonctionner tout seul grâce à la technologie GPS. L'agriculteur peut donc aller se coucher à 8 heures et le tracteur va être tout à fait autonome et va rentrer tout seul au hangar. Grâce à ce tracteur, nous pouvons améliorer la productivité, moins de stress, moins de personnel, et je pense que c'est quelque chose de très positif. Donc voilà, c'est ce qu'on a testé il y a 2 ans. L'Australie est extrêmement intéressée par ces technologies. Nous avons aussi une technologie reposant sur des drones.
qui permettent là aussi une grande utilité lorsqu'il y a des parcelles en hauteur. Il s'agit donc d'un drone sur lequel est fixée une caméra aérienne, des lidars également. Et à ce moment-là, on vole à une altitude de 30 mètres à 5 mètres par seconde. Ici, nous avons un drone qui a permis d'avoir une cartographie de la hauteur des différentes cannes à sucre. Nous développons aussi des robots récolteurs avec différents robots. Il s'agit ici d'exploitation avec des fruits de gros poids, notamment des courges, des pastèques, des choux. Et nous avons un bras robotisé qui va permettre justement de cueillir ce genre de fruits. La récolte de ce genre de fruits, c'est toujours quelque chose qui est fastidieux, laborieux. Et ici, avec cette récolte sélective, on arrive à cueillir les fruits sans les endommager. On cible essentiellement ici donc la courge, la pastèque ou les choux. Vous voyez qu'on a ce bras robotisé qui vient saisir le fruit. C'est comme une main qui vient cueillir le fruit et le met ensuite dans la remorque. Vous en avez ici la démonstration en laboratoire où vous voyez exactement ce que fait ce robot. C'est un de nos développements. Autre avenue de développement, la ferme robotisée, la ferme intelligente, grâce à laquelle on va pouvoir utiliser de manière conjointe différents engins, sachant que ce sont des engins qui ne sont pas intelligents. L'idée est justement de profiter de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner ces différents robots ensemble avec un certain nombre de capteurs. En donnant justement une certaine intelligence au tracteur, n'est pas forcément la solution, parce que si l'intelligence est embarquée, le robot devient plus onéreux. De telle sorte que l'intelligence, elle est déportée, elle est à distance et elle est partagée par les différents engins, les drones, les robots, les différents équipements. Donc tout fonctionne via l'IoT, via le cloud, et les résultats sont recueillis, analysé à distance et renvoyé au robot. Donc la big data, l'IoT, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle sont aussi des thèmes extrêmement importants pour cette ferme intelligente du futur que nous envisageons. Dernier exemple, dernière présentation, ce sont ici encore un tracteur autonome qui est en train de faire un dessin dans l'exploitation ou écrire du texte à même les végétaux. Il s'agit donc d'un champ de 400 par 200 mètres et on a un artiste qui pilote ces deux tracteurs par le biais donc d'un logiciel. Et par ce biais, vous voyez qu'ils sont en train de dessiner ou bien de tracer des idéogrammes. En l'espace de 12 heures, vous voyez l'art qui a été tracé sur cette parcelle. Il s'agit ici d'un acteur japonais dont la caricature, ou en tout cas le dessin, a été tracé à même cette parcelle. Vous voyez le genre, bien sûr c'est une magnifique publicité pour notre technologie. Il s'agit ici de Manly, qui donc a été dessiné à même les végétaux. Il a fallu 12 heures pour tracer cette représentation. En synthèse, le gouvernement japonais a beaucoup mis l'accent sur le développement d'une technologie agricole intelligente afin de résoudre les problèmes de l'agriculture japonaise. On s'attend à ce que les robots agricoles résolvent les problèmes de main-d'œuvre dans l'agriculture japonaise. Nos tracteurs utilisent la technologie satellite Michibiki et les robots
robots intelligents sont certainement l'avenir de l'agriculture au Japon. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Dr Naguchi. Nous avons le temps de prendre quelques questions pour le Dr Naguchi. Si quelqu'un veut poser une question, je vous en prie. You haven't mentioned. Can you hear? Yeah. You haven't Entendez? mentioned something which should be important. Et quelque chose qui est très important au Japon, c'est le thé. Est-ce que vous avez des robots pour la récolte des feuilles du thé? C'est en cours de développement et je pense que le robot en question pourrait être commercialisé dès l'année prochaine. Oui, oui. Oui, un système donc de récolte du thé japonais. Oui, oui, c'est en cours, c'est à l'étude et ça va être commercialisé très prochainement. I do have a question for you. Une question. Alors, que diriez-vous de la place du Japon dans le domaine de l'application des robots et de la robotique, ceci au plan mondial? Eh bien, le Japon fabrique beaucoup de robots pour son usage intérieur, mais on pense également à exporter et on pense également à vendre à l'étranger. Mais il y a tous les problèmes de sécurité, toutes les recommandations à la matière. Et les robots ne sont pas si faciles que ça à vendre tant qu'on n'a pas tout ce qui est directive et recommandations. Et il faut vraiment mettre le curseur sur l'aspect sécurité. John Deere ici, qui prend la parole. Nous avons entendu parler de différentes marques, de différents types de machines. Quand est-ce qu'elles vont se vendre? Je parle ici des moissonneuses batteuses, par exemple. Eh bien, nous avons une entreprise qui s'y attelle. Et ceci étant, à l'heure actuelle, nous avons des machines un petit peu mixtes, c'est-à-dire avec encore, elles ne sont pas totalement automatisées, il y a encore intervention humaine. Je parlais ici des moissonneuses batteuses. Ça va encore prendre un petit peu de temps, peut-être. Rajoute l'orateur. Bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. Nous avons vu ce qui se passait au Japon en termes d'utilisation de ces robots. Pour les fermiers sur le terrain, que se passe-t-il? Quel est le pourcentage de fermiers, d'agriculteurs qui utilisent réellement cette technologie sur leurs parcelles? Réponse. En fait, on est au début de la commercialisation de ces robots tracteurs. Donc, jusqu'à présent, l'utilisation n'est pas très étendue. Et toutefois, cette technique est des plus intéressantes pour les grandes parcelles. Pour essentiellement aider à résoudre la pénurie de main-d'œuvre. Il y a quand même un obstacle, c'est le coût. Ces robots, bien sûr, sont encore très onéreux par rapport aux machines classiques, conventionnelles. Y a-t-il d'autres questions dans la salle pour notre orateur? Merci. Je sais que vous allez rester parmi nous et s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser pendant la pause déjeuner. Merci. Grâce au miracle de la technologie, nous allons pouvoir entendre le prochain orateur
par visioconférence. Salah Soukaré est professeur à l'Université de Sydney, spécialiste des robots agricoles et il a travaillé au développement d'un robot agricole. Il est spécialisé dans le domaine de l'agriculture, de l'intelligence artificielle, etc. Et ceci depuis 2007. Et en 2018, il a élargi son champ d'application et d'études. Vous avez la parole. Can you hear me? Is that okay? Can you hear me? Yes, now we can hear you. Thank you. That's great. Yeah. Well, thank you, and sorry that I can't be there. It's getting close to our summer break here, and so everything's getting really busy. J'aurais souhaité être parmi vous, mais d'ailleurs je suis sur YouTube et c'est fascinant. Hein? Quelle heure est-il chez vous? C'est 10h10 et nous allons essayer de suivre votre présentation et ensuite nous aurons la séance questions-réponses. Ladies and gentlemen, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et je voudrais également présenter mes excuses car je ne peux pas être parmi vous et nous sommes à une période qui est très chargée. Mais je vais essayer de faire passer mon message comme si j'étais au milieu de vous, parmi vous. Je vais vous décrire les travaux que nous effectuons à l'heure actuelle dans le domaine de la robotique et des systèmes intelligents appliqués à l'agriculture australienne. Tout d'abord, peut-être un aperçu sur notre pays. Vous voyez ici donc l'Australie, le contexte donc dans lequel nous travaillons. Nous avons 24-25 millions d'habitants, essentiellement situés sur la côte est du pays. Et vous voyez un petit peu les paysages et l'environnement offert à ces habitants de notre pays, population à peu près identique à la population additionnée de Paris et de Londres. Et vous voyez ici les zones agricoles qui sont figurées, qui sont représentées sur cette carte. Nous avons bien sûr de l'aquaculture, nous avons des fermes qui produisent donc tout ce qui touche autour des produits laitiers et nous avons également la production de blé pour ne citer que ces productions-là. Et donc, vous voyez un petit peu qu'à part ce centre un petit peu désertique, et à part les zones du nord qui sont plus des zones forestières, nous avons pas mal d'activités agricoles. Vous avez sur ce camembert la répartition des différentes activités, élevage pour la production de la viande, et nous avons ensuite les zones forestières, vous avez les produits laitiers, etc. Tout ceci figure donc sur ce camembert. Et 80% en gros de la production de viande sont exportés partout dans le monde. Voici sur ce graphique les tailles des exploitations agricoles et vous voyez que ces exploitations peuvent être immenses et elles sont très peu, d'ailleurs, peuplées en termes de main-d'œuvre. Nos agriculteurs ont à relever les mêmes défis que les défis que relèvent les autres agriculteurs de par le monde. La population est vieillissante, ils ne trouvent pas de successeurs pour reprendre leur activité, la main-d'œuvre est rare,
les coûts de main-d'œuvre sont très élevés et ensuite, ils rencontrent tous les mêmes problèmes que vous connaissez quant à leur bien-être physique et mental, sans oublier, bien sûr, les difficultés liées au changement climatique, aux résistances chimiques aux différents entrants, les problèmes donc des ravageurs, des maladies qui frappent nos cultures, la disponibilité en eau et le problème des déchets. Et donc, tous ces éléments ont un impact considérable sur nos activités. Le désir de robots se fait de plus en plus pressant. Nous avons des programmes d'automatisation considérables, probablement les plus importants au monde à l'heure actuelle, et de nombreux centres travaillent sur ces sujets d'automatisation. Et donc, l'agriculture est une industrie, va-t-on dire, qui regarde très favorablement l'automatisation. Alors, que se passe-t-il notamment pour ce qui est de la sylviculture? Vous avez là une plateforme équipée de capteurs et vous voyez ici cette panoplie de senseurs qui en fait peuvent regarder en tous sens, en toutes directions et qui peuvent travailler sur plusieurs types de plantations. Un processus en temps réel, ici vous voyez ce laser qui peut identifier des arbres isolés et qui peut visualiser que ce qui se passe à la racine des arbres ou à la cime de ces mêmes arbres et qui peut identifier les caractéristiques spécifiques, les fruits qui poussent sur les arbres, les feuilles, leur état, etc. Et donc, ce sont là des techniques de détection, de comptage. Ici, ce sont sur des plantations de mangue et tout ceci se fait au niveau de l'individu lui-même, au niveau de l'arbre lui-même. Et nous pouvons travailler sur les mangues, les bananes, les avocats, les amandes, etc. avec un taux d'exactitude, de précision de l'ordre de 95%. Voici maintenant un autre exemple. Exemple ici pour la culture maraîchère. Et vous avez cet exemple de robot RIPA qui peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et qui a la capacité considérable liée à ces capteurs qui sont présents sur tout l'ensemble de la machine et qui permet de collecter toutes les informations nécessaires. Voici comment ce robot se déplace de façon totalement autonome. Il peut collecter une quantité considérable de données. Vous voyez les tâches, toutes les tâches qui peuvent être effectuées en simultané et dans le même temps, le robot peut fournir des données sur les différents types de rendement. Il peut détecter les mauvaises herbes. Parfois, elles sont très petites, ces mauvaises herbes, mais il parvient à les identifier. Et vous voyez donc certains exemples des activités conduites par ces robots. Vous voyez ici, par exemple, sur ce sol qui est un petit peu craquelé, que le robot peut collecter des informations très particulières et vous voyez comment il peut intervenir sur tout tel et tel plan, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il peut pulvériser, il peut désherber, il peut collecter des données et il peut également cartographier la situation sur telle ou telle parcelle. Voici ce même robot dans un environnement un petit peu différent. Vous voyez que la charge utile du robot ici, et vous voyez
voyez donc l'activité de pulvérisation sur ce verger de pommiers. Et donc, le robot peut être équipé de différents outils et qui permettent donc de réaliser les tâches importantes pour la parcelle. Nous allons voir une application dans un autre contexte de pâturage. Cette fois-ci, nous avons des robots qui sont très peu onéreux d'ailleurs et qui peuvent opérer sur des terrains complexes et difficiles. Vous voyez ici ces troupeaux, et vous voyez quelle peut être l'utilisation de robots qui se déplacent au milieu du troupeau et qui essaient d'observer l'activité des différentes têtes qui constituent le troupeau. Et le robot permet d'aider au déplacement du troupeau. Et nous avons constaté que si le robot restait auprès du fermier, eh bien les animaux s'y habituaient et en fait, ils s'y habituaient tellement bien qu'ils réagissaient tout à fait conformément aux attentes. Et c'est très important. Ceci permet d'aider au déplacement dans les pâturages et en optimisant bien sûr ces pâturages puisque le robot permet de choisir les pâturages vers lesquels les troupeaux doivent se déplacer. Vous avez là un exemple en temps réel de l'utilisation de ce robot. Bien sûr, une utilisation importante du robot, c'est la détection et le traitement des mauvaises herbes. Et vous voyez comment le robot se déplace au milieu de ces mauvaises herbes et comment il peut les pulvériser en optimisant ainsi l'utilisation des pesticides. Je vous ai donc montré plusieurs applications. Bien sûr, ces applications sont d'autant plus valables pour les grosses parcelles. Qu'en est-il des fermiers qui ont de petites parcelles? Eh bien, nous avons ici ce petit système à 2 roues qui a été conçu pour être monté en l'espace de quelques minutes, 6 minutes. Et nous sommes arrivés, comme vous le voyez, à le préparer, à le monter, à le charger à l'arrière du véhicule. Ici, vous voyez la chose en accéléré. Et des capteurs peuvent même être attachés sur la partie sur la partie centrale de ce 2 roues. Et ce 2 roues peut aider des fermiers sur des petites parcelles. Regardez comment il peut circuler sur 2 rangées, à cheval sur 2 rangées. Vous avez là l'exemple d'essai au champ en termes de pulvérisation. Et ceci nous montre le type d'utilisation et de ces équipements. Nous avons réalisé des essais grâce au financement, des cofinancements des autorités, dont essais dans les îles Pacifiques. Nous avons fait des essais sur différentes parcelles, dans différentes fermes. Nous avons montré que ce robot pouvait être utilisé pour la pulvérisation, pour le désherbage, bien entendu, dans différents environnements, dans différents contextes. Bien sûr, les coûts sont au centre des préoccupations de nos fermiers et agriculteurs comme partout ailleurs. Autre type d'application, application dans les vergers, et vous voyez que la technologie que j'ai évoquée précédemment est à nouveau utilisée dans ce cas pour la pulvérisation
pulvérisation des rangées d'arbres, d'arbres fruitiers. Et donc, le niveau de détection est très fin, puisqu'on détectait les fruits individuels. Ici, nous sommes dans un verger de nectarines et vous voyez le type de pulvérisation qui peut être effectué. Donc, ceci vous a donné un aperçu de l'avancée de nos travaux dans le domaine donc, de ces robots et systèmes intelligents appliqués à l'agriculture de notre pays. Et donc, nous essayons d'adapter ces systèmes aux petites exploitations, aux petites parcelles, afin d'augmenter, si possible et tant que possible, les rendements et afin donc également de s'adapter aux grandes parcelles. Merci infiniment de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, merci beaucoup. Sally, it seems as if Australia is a really good lab. Il semble que l'Australie soit un laboratoire parfait et extraordinaire pour ses utilisations, puisque vous avez différents types de cultures, vous avez donc de l'élevage, etc. Est-ce que vous pouvez tirer des leçons qui puissent s'appliquer à d'autres continents, tels que le continent européen ou américain? Eh bien, on a toujours essayé de travailler donc à l'international avec une perspective, dans une perspective internationale. Et la robotique, l'automatisation semble bien acceptée, que ce soit pour l'agriculture et dans l'agriculture ou dans l'industrie. Donc ces technologies semblent être adoptées assez rapidement, je dois dire. Et donc, mais évidemment, un des obstacles, c'est le coût et également la fiabilité, qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Mais je dirais que dans notre contexte australien, on va peut-être au-delà du robot, à savoir, on essaie de voir ce que va être une exploitation agricole dans 20-25 ans. Et en fait, on essaie de réfléchir aux nouvelles architectures des exploitations agricoles. On essaie de réfléchir à la possibilité d'avoir des fermes autonomes. On essaie d'aller au-delà en termes de réflexion, au-delà du robot lui-même. Et on réfléchit sur le contexte et son évolution. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Paul Brooks, Royaume-Uni. Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'utilisation de la vapeur de l'électricité pour le désherbage plutôt que de vous concentrer sur l'utilisation de produits chimiques? Réponse. Eh bien, nous n'utilisons pas beaucoup de produits chimiques à l'heure actuelle et nous mettons l'accent, et ce depuis les débuts, sur des alternatives, c'est-à-dire des pulvérisations à partir d'autres systèmes. Nous pulvérisons, nous utilisons les robots, les lasers, la vapeur également, comme vous le disiez à l'instant. Et bien sûr, tout dépend du niveau d'énergie dont vous disposez. Mais nous essayons de nous tourner vers des robots de petite taille qui tournent, qui fonctionnent sur piles, sur batterie. Et on a des travaux à l'heure actuelle qui travaillent sur l'utilisation des micro-ondes. Ça, c'est une tendance qui prévaut à l'heure actuelle. Et c'est vrai que nous travaillons sur tous les systèmes qui ne sont pas qui ne tournent pas autour de l'utilisation des produits chimiques. Qu'en est-il des autres systèmes de désherbage, à part le désherbage mécanique? Eh bien, il faut procéder très lentement et maintenir un certain laps de temps pour certains systèmes. Avec les ondes, nous avons un potentiel important
puisque vous avez un coût qui est moindre en termes d'énergie, donc ça peut fonctionner. Il faut également penser à la robustesse, à la durée d'utilisation des robots. En fait, le problème de l'automatisation, c'est un problème qui est à large spectre et qui comporte toute une série de paramètres qu'il faut prendre en compte. José Miguel from Chile, 3 questions for you. First, 3 questions pour vous. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Avec combien de collègues? Et par ailleurs, est-ce que ce sont des produits au stade de prototype ou qui sont déjà commercialisés? Alors, nous avons commencé à travailler il y a 18 ans sur le sujet. Et nous ne sommes pas passés à la robotique de plein champ, on va dire, il y a 10 ans. Nous sommes environ 25 personnes au sein du groupe. La moitié se concentre sur la recherche, l'autre moitié est constituée d'ingénieurs et en matière de commercialisation, j'ajouterai que nous essayons d'utiliser cette technologie sur de plus en plus de fermes, en ayant commencé sur les cultures maraîchères. Si j'ai bien entendu le son, mais le son n'est pas très bon. Pardon. So you have been watching the video. Any observations that you've had from what you've heard, and also avez-vous des commentaires à faire à partir de ce que vous avez entendu ce matin? Et avez-vous des commentaires ou des remarques sur l'aspect plus logistique? À la lumière des discussions que nous avons eues ce matin, je dirais que nous partageons des préoccupations communes, vous et nous. Donc, coût, robustesse, formation, ce sont des facteurs essentiels, quel que soit le contexte spécifique à nos pays. Et il faut bien sûr vraiment essayer de faire travailler les fermiers entre eux pour avoir une utilisation optimale de ces technologies. Les gens ont déjà fait un long chemin dans la direction de la résolution de pas mal de problèmes qui se posaient. Par ailleurs, il faut faire en sorte que cette technologie se démocratise de plus en plus. Il faut essayer dans le sens d'une agriculture digitalisée, numérisée. Et bien sûr, il faut travailler sur toute la chaîne d'appro dans le domaine de l'agriculture. Et cela devrait pouvoir présenter un avantage. Et en ce qui nous concerne en Australie, le gouvernement a lancé un programme de grande envergure pour introduire la robotique dans les programmes scolaires pour que dès le plus jeune âge, les enfants sachent de quoi ils retournent. Et je pense qu'en fait, le but, c'est d'inciter les nouvelles technologies sans laisser de côté sur le bord de la route les seniors, mais d'essayer d'embarquer au plus tôt les jeunes générations dans ce chemin ou sur ce chemin vers la robotique. D'un point de vue du coût, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour baisser les prix? Quels sont les plus gros freins? Comment amortiser les dépenses de recherche et de développement effectuées au cours des dernières années? C'est une très bonne
question. C'est vrai que la recherche, le développement, ça représente depuis une dizaine d'années des coûts considérables. Et donc, par ailleurs, les coûts de fabrication chutent de façon significative, je dois dire. Et donc, maintenant, il faut se centrer sur tout ce qui est précision et risque. Bien sûr, les systèmes de navigation satellitaire permettent de gagner en exactitude et permettent de faire des économies d'échelle. Un autre défi à relever, c'est travail par tous les temps, brouillard, givre, etc. Et il faut prendre tous ces facteurs. Il faut essayer d'avoir un bon équilibre entre risque, sécurité et coût, bien sûr. Et il faut orchestrer tout cela et l'adapter à l'environnement. Ça veut dire avoir bien orchestré, d'ailleurs, la gestion de l'environnement. Et je pense que si on étudie les choses un petit peu en amont, on peut optimiser le nombre et donc le coût de tous les capteurs. Bien sûr que la main-d'œuvre, vous savez tous que la main-d'œuvre a également un coût conséquent. Et donc, nous devons essayer peut-être de produire en plus grande quantité. Si vous y parvenez, vous allez réduire les coûts de fabrication. Sally, you bring up an interesting point. Vous avez soulevé un point intéressant en termes d'automatisation. C'est vrai que certaines machines peuvent être utilisées pour davantage d'applications, donc ça permet d'optimiser les coûts, bien sûr. Mais pensez-vous que la robotique peut comporter un problème d'économie d'échelle? Oui, tout à fait. Si vous avez une surface plutôt plane, si vous avez des grandes parcelles, vous pouvez concevoir des systèmes relativement simples et donc moins onéreux. Lorsque vous devez travailler sur des terres moins amènes, moins pratiques, moins faciles, vous avez besoin de systèmes plus complexes et donc les coûts s'en ressentent. Et d'un point de vue de la robotique, nous essayons de développer, c'est déjà le cas d'ailleurs, autant d'algorithmes qu'il faut pour essayer de pallier les difficultés des différents sols, etc. Et nous avons aussi des tracteurs équipés de GPS, ne l'oublions pas. Donc, il faut essayer d'établir un juste équilibre, d'atteindre un juste équilibre. Nous avons des acteurs qui ont des infrastructures très importantes, des canaux de distribution adaptés et qui ont une force de frappe importante. Et bien sûr, nous avons tous les outils intelligents que vous connaissez tous qui peuvent être amenés sur ces robots. Nous sommes désolés, mais le son n'est pas vraiment adapté pour de la traduction simultanée en cabine en ce moment. Merci d'avoir été parmi nous et merci de votre participation. Allez vite vous coucher parce que je crois que c'est l'heure pour vous. Our last presenter not only is not joining us virtually, he's actually already here on the stage.
and he is going to be talking about how an international group met the challenge of agricultural du robotics. défi He is des Maurice robots Golke, who's a robotics agricoles. Il engineer s'agit at de Bosch. Maurice He's a robotics startup in Golke Germany qui who nous focuses vient on robotics, software, d'Allemagne. Il machine va learning, nous parler classification. donc du Graduate machine of learning, INSA entre Lyon autres and Georgia Tech. choses. He works on Boxwood Et Recognition donc, for the il Binaurad travaille robot pour platform and validation field tests donc for the field Bosch type Deep robot. Field The team is now Robotics. developing standalone machines to Et prevent son conventional inorganic groupe weeds, with its donc first solutions travaille au to provide its organic développement sugar de ces petites Please welcome machines Maurice. révolutionnaires. Tout d'abord, quelques mots sur ce que nous pouvons modifier grâce aux nouvelles technologies et aux techniques de désherbage. Chez Deep Field Robotics, nous avons fabriqué pas mal de robots, et ça depuis 10 ans. Regardez sur cette diapo les différents robots, le plus complexe étant celui du centre, plateforme équipée de différents outils, et l'université a utilisé ces robots pour différents types d'activités agricoles, le but étant de passer de cette plateforme purement universitaire à des robots utilisables par les agriculteurs. En bas à gauche, nous avons le Weed Mobile qui a déjà été exposé dès 2015 et donc en fait ce robot permettait de tuer les mauvaises herbes en allant juste jusqu'à la racine de l'herbe concernée. Nous avons aussi ces scans à 4D qui permettent de comparer les traits génétiques des différents végétaux. Ce robot peut faire un scanner en quelque sorte du sol et identifier les différents types de mauvaises herbes, les différents types de plants. Voici donc ces trois familles de robots. Donc, ce qu'il convient de faire maintenant, c'est d'adapter ces monstres d'intelligence, en quelque sorte, à l'utilisation quotidienne par les agriculteurs. Voici donc un champ situé proche de Stuttgart où nous sommes basés et vous devez pouvoir protéger vos cultures des mauvaises herbes. Et la méthode principale, c'est l'utilisation d'herbicides qui, évidemment, n'est pas sans danger. On essaie d'en utiliser d'ailleurs de moins en moins. Et pour la betterave à sucre, vous voyez comment les agriculteurs procédaient par le passé. Et d'ailleurs, en agriculture biologique, c'est encore la façon dont les fermiers suppriment les mauvaises herbes. Alors, pourquoi ne pas essayer de faire comme les êtres humains, mais avec un robot? So just like the human walks over the field, on a l'impression d'avoir un être humain qui marche sur sa parcelle. Lorsqu'un être humain marche, il utilise ses yeux pour voir les plants. Et vous voyez ce qu'utilise le robot, ses capteurs. Nous utilisons notre cerveau pour faire le distinguo entre les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Et on peut le faire grâce à l'intelligence artificielle ou aux réseaux neuronaux. Et on peut ainsi faire la distinction entre les bonnes herbes et les mauvaises herbes. so here you can see it driving during the day. Vous voyez les activités en diurne et en nocturne. Donc, grâce à cette technologie, on peut détecter différentes plantes, différents types de mauvaises herbes sur différents types de parcelles et on peut utiliser ces technologies en plein champ. Vous les voyez en train de travailler de concert d'ailleurs.
Okay, so how does this work? Comment ça marche tout ça? Eh bien, nous avons un système caméra, une caméra qui est très proche du sol. C'est essentiel, c'est important si vous voulez avoir une bonne résolution et si vous voulez visualiser tous les détails des herbes, bonnes et mauvaises herbes, des plantes qui peuvent avoir la taille de mon ongle. Et donc nous avons remplacé le canal vert par un autre canal et nous essayons d'avoir un système multispectral pour avoir une classification plus exacte, plus précise. Et nous travaillons indépendamment de l'ensoleillement et de la lumière du jour. Nous pouvons, grâce au réseau neuronaux, établir des classifications des différentes bases, des différentes plantes à partir de pixels. Et donc, on essaie de classifier à partir de chaque pixel et on arrive à savoir de quel type de plante il s'agit. Donc, on peut ainsi obtenir différents plans de coupe en quelque sorte et on mesure différents types de plantes et on peut superposer les données que l'on collecte. Nous avons ici l'exemple ce système nous permet d'atteindre la plante. Ici, on est sur de la betterave. Et vous pouvez utiliser votre outil de reconnaissance, bien sûr, mais vous pouvez utiliser ce système pour tuer les mauvaises herbes entre les différentes rangées plantées de betteraves. J'ai déjà dit plusieurs fois que nous mettons l'accent sur l'équipement, mais vous avez besoin d'une quantité énorme, considérable de données. Et donc, nous devons apprendre à notre machine à faire la distinction entre différents types de plantes, comme un enfant doit apprendre à distinguer les différents caractères pour apprendre à lire. Et donc, nous avons 4,3 millions d'images étiquetées et nous pouvons apprendre à notre robot à faire la distinction entre ces 35 types de plantes et ceci, que ce soit le jour ou la nuit, le matin, le soir et sur différents types de parcelles. Et notre machine peut également faire des enregistrements sur une durée de 4 ans, et ce, quelles que soient les conditions climatiques. Donc, c'est ainsi qu'est équipé notre robot, mais nous savons que, bien sûr, nous avons autant de parcelles que de plantes, que de systèmes de culture, etc. Cela veut donc dire qu'il faut optimiser les technologies et qu'il faut utiliser des intégrateurs pour aller auprès des agriculteurs dès que possible. Il faut que cette technologie que nous avons conçue puisse être utilisée dans la pratique des choses, permettant ainsi l'introduction d'un désherbage plus rentable et plus actif. Merci de votre attention. Thank you, Maurice. Any questions for Maurice? Merci Maurice. Avons-nous des questions pour Maurice? Okay, thank you. Denis Mazerol from the Merci. Denis Mazerol, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'intérêt d'utiliser des images multispectrales qui sont utiles, je le comprends bien, pour discriminer les mauvaises herbes des plantes que vous voulez garder? Alors, vous voyez bien que si vous utilisez une caméra RGB, en fait, nous utilisons c'est du proche infrarouge, c'est une longueur d'onde supplémentaire. Et en fait, ces longueurs d'onde différentes permettent de faire la distinction entre les plantes et les nuisibles. Donc, on se demande si on peut aussi utiliser des caméras RGB, mais c'est quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus facile avec une caméra multispectrale. D'autres questions dans le public? Si tel n'est pas le cas, je vous remercie infiniment. Merci.